Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter un secteur qui est peu connu du grand public mais qui s'apprête à exploser à la hausse dans les prochaines années voire même les prochains mois. Et attention, tiens-toi bien parce que quand je parle d'exploser, je parle ici d'un x3, x5 voire même x10 sur ton investissement de départ. Donc je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais te présenter le secteur et à la fin je te présenterai comment j'ai investi dans ce domaine et surtout je te présenterai 4 actions de ce secteur qui ont selon moi un potentiel haussier énorme. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par la présentation du secteur qui n'est rien d'autre que le secteur de l'uranium. Et oui, l'uranium, tu sais, la fameuse petite tige verte, là, le petit cylindre vert avec lequel Homer joue de temps en temps, là. Bah voilà, c'est ça l'uranium. Et l'uranium, c'est utilisé dans deux domaines différents. Déjà, on a le domaine militaire, hein, on connaît tous les deux bombes atomiques qui ont été lâchées sur Hiroshima et Nagasaki par les Américains sur les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Donc ces deux armes nucléaires qui utilisent l'uranium. Aujourd'hui, il y a plusieurs armes qui sont utilisées, on a des missiles nucléaires, on a des sous-marins nucléaires, enfin, en tout cas, l'uranium est utilisé dans le domaine militaire assez intensément. Et la deuxième utilisation de l'uranium, c'est une utilisation plutôt dans le domaine civil, pour la production d'énergie, et plus principalement la production d'électricité, via les centrales nucléaires que tout le monde connaît. En France, on en a quelques-unes qui génèrent d'ailleurs la principale partie de l'électricité du territoire français. Donc on les reconnaît avec leur forme assez spécifique, les espèces de grosses cheminées qui crachent de la fumée blanche. Voilà, c'est les centrales nucléaires qui utilisent donc la combustion de l'uranium pour chauffer de l'eau. L'eau se transforme en vapeur et ensuite la vapeur fait tourner une grosse turbine qui va créer de l'énergie. Et cet uranium, qui est utilisé donc dans le domaine militaire et dans le domaine civil pour créer de l'électricité, on le trouve dans des mines et on a de la chance, les mines, il y en a partout dans le monde. Si on prend chaque continent, donc on a par exemple ici le continent américain, on voit qu'on a des mines, hein. Les rectangles orange, en fait, c'est la production mondiale d'uranium. Quand il y a de la production, il y a forcément des mines. Donc on voit qu'on en a sur le continent américain, on en a sur le continent africain, européen aussi, asiatique aussi, et en Pacifique, on en a aussi. Aujourd'hui, si on prend une photo, les trois plus grands producteurs d'uranium au monde, c'est l'Australie avec 27% de la production mondiale, le Kazakhstan avec 14,3% et le Canada avec 13,1%. Mais en fait, c'est juste aujourd'hui, puisqu'en fait, la plupart des mines sont soit plus en service, soit ne fonctionnent pas à 100%, puisqu'on a un prix de l'uranium qui est très très faible et qui en fait ne permet pas d'être rentable. Donc la plupart des mines ne produisent très peu. Et ensuite, on a toujours de l'exploration pour découvrir de nouvelles mines. On en découvre chaque année des nouvelles mines d'uranium. Et donc il y a des nouvelles mines qui se créent dans plusieurs pays, ce qui peut augmenter ou diminuer si on enferme par exemple la production des pays. Donc on voit qu'aujourd'hui on en a trois qui dominent un petit peu le marché, mais en fait du jour au lendemain ça peut changer avec des productions qui augmentent dans d'autres pays. Par exemple aux États-Unis ils peuvent largement augmenter leur production d'uranium. Donc pourquoi c'est intéressant qu'il y ait des mines d'uranium un peu partout dans le monde? Ça permet tout simplement d'empêcher les conflits géopolitiques dus à l'uranium. Imaginons que ce soit un peu comme pétrole, hein, on a 4-5 pays qui contrôlent l'entièreté de la production d'uranium mondiale. Dans ce cas-là, ces pays peuvent choisir en fait du prix s'ils se mettent d'accord, ils auront le monopole international, et ils peuvent même décider de couper l'approvisionnement d'uranium à certains pays avec lesquels ils sont pas très copains. Donc là, dans ce cas-là, ça créerait des tensions, et en fait, ça sera plus un jeu de concurrence, mais ça sera uniquement un monopole, et c'est eux qui décideront du prix de l'uranium, et les autres pays n'auraient pas le choix. Là, c'est pas du tout le cas. On voit qu'il y aura de la concurrence, puisqu'en fait, chaque pays a ses mines, donc chaque pays auront ses multinationales, ces entreprises internationales qui vont produire de l'uranium, et il y en aura un peu partout dans le monde. Au niveau des ressources d'uranium, est-ce qu'on en a beaucoup? Donc là, il y a l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a répondu à la question. Donc ils ont pris comme critère un prix d'extraction de 130 $ par kilogramme. Bon, de manière arbitraire, ils ont choisi 130 $. C'est peut-être le prix médian que les pays sont d'accord de mettre pour acheter de l'uranium. Donc si on prend ce critère de 130 $ par kilogramme, on a 5,9 millions de tonnes d'uranium dans le monde.
Alors ça, c'est un chiffre dit comme ça, je pense que tu sais pas du tout ce que ça représente. Donc en fait, ça représente un siècle de production d'électricité dans le monde entier si on continue au rythme actuel. Donc en fait, on a une consommation d'uranium aujourd'hui qui est de temps, si on continue, avec 5,9 millions de tonnes d'uranium, on pourra produire de l'électricité pendant un siècle. Donc on voit c'est une ressource qui est quand même assez abondante sur Terre. Le deuxième point à savoir, c'est qu'on voit qu'il y a plein de mines au niveau international. Donc on pourrait penser qu'elles produisent beaucoup, mais en fait, ça ne suffit pas à répondre à l'entièreté de la demande. Par exemple, en 2013, toutes les mines qu'on voit ici à l'écran ont produit 58 000 tonnes d'uranium, enfin bon, environ 58 000 tonnes d'uranium, et la demande était de 61 000 tonnes. Donc on voit qu'on a un gap entre l'offre et la demande, et en fait ce qui a comblé ce gap, c'est deux choses. La première source, c'est que les pays en fait ont fait des stocks en 1980 lorsque la production était largement supérieure à la demande. Donc là, les pays ont fait beaucoup de stocks, ce qui est maintenant en fait ils tapent dans ce stock-là pour répondre à leur demande d'uranium. La deuxième source, qui ne vient pas des mines, c'est la source militaire. On sait que pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et les Russes ont créé énormément d'armes nucléaires, et aujourd'hui en fait ils retraitent ces armes nucléaires, ils extraient l'uranium et ils le réutilisent dans le domaine civil. Donc on voit qu'on a deux sources qui sont un peu moins conventionnelles, hein. On tape dans ces réserves, ce qui n'est jamais bon, parce que les réserves diminuent, et il faudra un jour les remettre full, donc il faudra redemander plus d'uranium pour réaugmenter les stocks. Et ensuite, on a les armes nucléaires, on enlève l'uranium des armes nucléaires pour les réutiliser. Ça, c'est une source qui un jour va être épuisée, puisqu'une fois qu'on aura enlevé l'uranium de toutes nos armes nucléaires, il faudra bien le trouver autre part. Donc on voit deux choses importantes, c'est que déjà la demande, on voit que les mines ne sont pas suffisantes et ne produisent pas assez d'uranium pour la demande internationale. On le verra un peu plus tard, je vous présentais un autre graphe qui explique ça bien mieux. Et ensuite, le point intéressant sur cette carte, c'est qu'on voit que les mines sont bien réparties, donc on aura plusieurs entreprises qui vont produire de l'uranium, et elles seront donc en concurrence les unes par rapport aux autres. Ce qui va permettre d'avoir un prix qui reflète à peu près l'offre et la demande. D'ailleurs, en parlant de prix d'uranium, je passe tout de suite à la slide d'après qui représente l'évolution du prix de l'uranium au cours du temps. Donc sur ce graphe, on voit deux courbes, une courbe bleue et une courbe grise. La courbe bleue, c'est le prix court terme de l'uranium. En fait, c'est tout simplement l'évolution du prix de l'uranium en fonction de l'offre et la demande à un instant T. Et la courbe grise, en fait, c'est le prix long terme de l'uranium. En fait, c'est plutôt sur ce marché-là que les services publics, les États achètent de l'uranium sur plutôt le long terme. En fait, ils font des commandes long terme, et en fait, ces commandes suivent le prix qu'on voit sur la courbe grise. Donc on voit que le prix, il était vachement haut en 2007. On a un prix de l'uranium qui a explosé à la hausse. Et ensuite, c'était une belle tendance baissière jusqu'à aujourd'hui, enfin plutôt jusqu'environ en 2018, où là on voit que le prix semble un petit peu se reprendre. Si on fait un petit tour rapide sur le cours de l'uranium aujourd'hui, donc là je suis sur Boursorama, j'ai le cours de l'uranium, donc je me suis mis sur 5 ans. Donc on voit que là on était environ à 18 euros, voilà. Le plus bas ça a été 18,10 euros. Et ensuite aujourd'hui on est remonté à 33,30 euros. Donc on voit quand même qu'il y a une petite tendance haussière, hein. On voit que le prix de l'uranium commence à se reprendre. Donc c'est un début de marché, un début de demande. Et donc ça c'est plutôt bon signe, hein. Techniquement on voit que c'est plutôt bon, on fait des plus bas de plus en plus haut sur le graphique. Et ça on verra plus tard pour quelles raisons en fait ça monte. Mais déjà techniquement on voit que il y a du potentiel sur ce marché. Alors si je reviens sur la slide, donc comme je l'ai dit, on avait des prix qui étaient très élevés entre 2006 et 2007, enfin une explosion à la hausse entre 2006 et 2007, et après le prix a diminué sur l'uranium, et en fait aujourd'hui, la plupart des mineurs d'uranium sont fermés parce qu'en fait le coût d'extraction, donc si on fait la somme entre le coût d'extraction et le coût de livraison, il est supérieur au prix de l'uranium. Donc en fait, s'ils vendent de l'uranium, ils vendront à perte.
Donc ça marche sur du très court terme, mais sur du long terme, c'est invivable. C'est pourquoi la plupart des mineurs ont décidé de fermer leur mine, parce que ça leur coûte moins cher d'avoir une mine fermée que de livrer de l'uranium. Sauf qu'on voit que petit à petit le prix est en train de remonter, donc il y aura peut-être des mines qui vont réouvrir, et ça, quand une mine va réouvrir, son coût en bourse risque d'exploser à la hausse. Donc pour la petite histoire, en fait, si on prend ce qui se passait aux alentours de 2000, en fait, les acteurs principaux sur le marché de l'uranium, c'était évidemment les services publics, donc c'est tout ce qui était État, soit pour le domaine militaire, soit pour le domaine civil. Et en fait, ce qui s'est passé à partir de maintenant, donc environ des années 2005, il y a les financiers qui sont aussi rentrés dans le jeu de l'uranium pour faire un peu plus du trading, ce qui explique pourquoi déjà, je pense, il y a eu une explosion à la hausse de l'uranium. Il y a beaucoup plus de monde qui jouait avec l'uranium, et ça a permis également d'avoir plus de flux, parce qu'en fait, plus de liquidité, plus de flux, parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges sur le marché quand les financiers rentrent dedans. Et les financiers sont toujours présents sur le marché de l'uranium, donc ça permet d'avoir beaucoup de flux et beaucoup d'échanges sur le marché, ce qui permet donc de fluidifier un petit peu les ventes et les achats de l'uranium. Donc juste pour la petite information, actuellement les services publics ne représentent environ qu'entre 30 et 40% du flux d'uranium donc sur le marché de l'uranium. Le reste, c'est tout ce qui est financier et trading. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe, actuellement, on a des prix qui sont inférieurs au prix d'extraction de l'uranium. Et ça peut pas durer indéfiniment, parce que du coup, les mines sont fermées, on a une demande qui est supérieure à l'offre, parce qu'on a beaucoup moins d'offres vu que les mines sont fermées. Donc ça, c'est pas possible. Le prix devra forcément repartir à la hausse pour que les mines réouvrent et puissent redonner à ceux qui en ont besoin de l'uranium. Donc en fait, on voit que mécaniquement, le prix va être obligé d'augmenter une fois que toutes les ressources secondaires, donc toutes les ressources militaires et tous les stocks vont être épuisés. Le prix de l'uranium va forcément repartir à la hausse. Les mines vont donc réouvrir et donc leur cours de bourse devrait réexploser à la hausse, qui vont refaire des bénéfices. Par contre, la théorie inverse, pour moi, est pas totalement vraie. Si le prix monte, on pourrait se dire qu'il y aura de plus en plus de mines sur le marché, plus en plus d'entreprises qui vont vendre de l'uranium, et donc plus d'offres, le prix risque de descendre, puisqu'on aura plus d'offres que de demandes, et donc le prix risque de repasser à la baisse. Alors pour moi, c'est pas totalement vrai, parce que déjà le ticket d'entrée pour ouvrir une mine d'uranium, c'est énorme, hein. Ça coûte très cher d'acheter une mine d'uranium et de mettre en place toute l'infrastructure pour extraire l'uranium et ensuite la livrer. Et ensuite, c'est une ressource qui est très stratégique pour les pays, parce qu'on l'utilise dans le domaine militaire, donc évidemment il faut avoir une source d'approvisionnement sûre, et en plus on l'utilise dans le domaine de l'énergie, création d'électricité, qui est également un secteur stratégique pour les États. Donc évidemment ils ne vont pas laisser n'importe qui construire une mine d'uranium, puisqu'ils pourraient vendre cet uranium à des pays qui sont considérés comme hostiles ou dangereux au niveau international. Donc pour moi le prix peut monter très fortement. Par contre, le fait qu'on ait beaucoup de mineurs qui s'installent risque de faire diminuer le prix, ça c'est pas totalement vrai. Donc on voit, si on suit un petit peu cette théorie, que le prix devrait normalement partir à la hausse, puisque actuellement beaucoup de mineurs perdent de l'argent, s'y produisent, et on voit que l'offre est inférieure à la demande. D'ailleurs, en parlant d'offre inférieure à la demande, ça m'amène justement à la suite, où on voit la demande qui est en noir et l'offre qui est représentée en plusieurs couleurs ici sur le graphe. Et chaque couleur, en fait, ça correspond à la production d'uranium par un pays. Par exemple, en bleu clair, on a la Russie, bleu foncé l'USA, en marron vert, on a la France, et ainsi de suite. Et on voit que au début, on avait un excédent de production jusque dans les années environ 90. Et en fait, cet excédent de production, il a servi à deux choses. Déjà, il a servi pour le nucléaire, et ensuite, il a servi à créer des stocks pour les États. Et en fait, ensuite, à partir des années 1990, on voit que la production est nettement inférieure à la demande. Et en fait, le gap qu'on voit ici, comme je l'ai dit, en fait, il est comblé par deux choses. Par toutes les armes nucléaires qui ont été créées à cette période-là, et ensuite tout le stock, cette surface ici qu'on voit au-dessus de la courbe noire, tout ça, ça a été des stocks qui ont été faits par les États et qui est actuellement utilisé pour répondre à la demande d'uranium qui, on le voit, ne cesse de grimper au cours du temps, puisqu'on est en train de créer de plus en plus de centrales nucléaires pour produire de l'énergie, puisque le nombre de populations
le nombre de population mondiale augmente, donc on a besoin de plus en plus d'électricité. En plus, on a beaucoup de grosses villes qui sont en train de se créer, on a de plus en plus de mégalopoles, et les mégalopoles sont très gourmandes en énergie, donc on est obligé de produire davantage d'électricité, ce qui explique pourquoi la demande d'uranium mondiale augmente au cours du temps. Donc là, on voit que aujourd'hui, donc là ça finit à peu près en 2016, mais c'est toujours le cas, hein. Aujourd'hui, la demande d'uranium est bien supérieure à la production mondiale, et les stocks des pays, ils sont pas infinis, hein, donc petit à petit ils sont en train de s'épuiser, et vu que c'est une ressource stratégique, ils voudront pas les tomber à zéro, donc les pays vont devoir racheter de l'uranium rapidement, et pour acheter de l'uranium, faut qu'il y en ait, et pour qu'il y en ait, il faut que le prix remonte, et que les mines s'ouvrent dans le monde, et quand les mines vont s'ouvrir, évidemment, elles risquent de beaucoup monter en bourse. Donc voilà un petit peu sur la demande, et quand on regarde en fait, qu'est-ce qui va se passer dans la demande dans le futur? On pourrait se dire que ça peut stagner, voire même descendre. En fait, pas tellement. Parce que si on regarde, donc là j'ai trouvé un petit article, et ce petit article en fait il nous dit qu'il y a 30 pays qui sont en train de considérer de construire des nouveaux centrales nucléaires. Donc soit de considérer, soit déjà de commencer à en construire. Et en fait la plupart de ces nouvelles centrales, ça va être dans des pays émergents, type Chine, type Argentine ou type Inde. Donc là on a la liste de quelques centrales nucléaires qui sont under construction, donc en train d'être créées ou qui sont planifiées pour être créées. Donc on en voit qu'on en a une bonne série. Et tous ces réacteurs nucléaires, va falloir les alimenter. Donc déjà, on en a besoin pour faire fonctionner les réacteurs nucléaires qu'on a actuellement. Et là, on va en créer davantage. Donc on aura besoin d'encore plus d'uranium pour alimenter tous ces nouveaux réacteurs. Deuxième chose importante, deuxième point, c'est qu'en fait, la plupart des réacteurs en marche aujourd'hui vont avoir une durée de vie augmentée. Quand on regarde, en fait, normalement, la durée de vie d'un réacteur nucléaire, c'est entre 25 et 40 ans, en fonction du type de réacteur. Et en fait, à la fin de 2016, il était décidé qu'en fait, c'était plus entre 40 et 60 ans. Donc on va augmenter la durée de vie des réacteurs nucléaires d'au moins 20 ans. Donc ça représente une augmentation de 50% si on avait un réacteur nucléaire de 40 ans. Et donc tous ces réacteurs qu'on augmente, qui étaient censés s'arrêter, va falloir également leur fournir de l'uranium pour qu'ils puissent fonctionner. Donc ça va de nouveau augmenter la demande. Donc là, juste pour avoir un exemple, hein, en France, en 2009, la sécurité nucléaire française a approuvé les plans d'EDF qui disaient qu'en fait, les centrales nucléaires en française allaient augmenter à 40 ans de durée de vie. Et il y a même des plans maintenant sur 60 ans de durée de vie sur les centrales nucléaires françaises, puisqu'il a été prouvé que techniquement, il était possible que ces centrales fonctionnent pendant plus de 60 ans. Donc on voit qu'on a deux choses là, on a plus de centrales nucléaires, et d'un autre côté, on a les centrales nucléaires actuelles qui ont une durée de vie prolongée. Donc on ferme pas les centrales et on en crée des nouvelles. Ça va forcément augmenter la demande, et donc on va avoir, si je reprends le graphe ici, on va avoir une demande qui va encore augmenter. Pourtant, la production pour l'instant ne semble pas augmenter, mais un jour ou l'autre, va falloir que la production décolle. Alors soit elle décolle, soit on trouve d'autres moyens de produire de l'électricité. Les électricités vertes sont actuellement très en vogue, on parle d'énergie solaire, on parle d'énergie éolienne, mais en fait, quand on regarde, l'énergie nucléaire ne produit pas de CO2, ou voire très peu, et on va voir ça tout de suite. Et ouais, si on regarde en fait ici, on voit que le nucléaire, c'est la source d'énergie qui pollue le moins. Donc en fait, pour lire le graphique, hein, on a sur l'axe vertical le taux d'émission de CO2, et sur l'axe horizontal, on a le type de production. Donc ici, on a le charbon, ici on a le gaz, ici la biomasse, ici le solaire, là on a le géothermie, l'hydraulique, le vent, et pour finir, le nucléaire. Et quand on regarde, le nucléaire, c'est ce qui émet le moins de CO2. On n'arrête pas de dire que le mieux c'est le solaire et l'éolien, mais en fait non, quand on regarde, hein, l'éolien et le nucléaire c'est à peu près pareil, et le solaire ça émet un tout petit peu plus de CO2, mais bon, on va dire que c'est à peu près la même chose. Par contre, il y en a qui disent que le nucléaire c'est moins bien, puisqu'il y a des déchets radioactifs. Alors oui, il y en a, ils mettent très longtemps à se détériorer dans la Terre,
mais en fait c'est le cas pour le solaire par exemple. Le solaire, on a besoin de lithium, donc en fait on va extraire du lithium dans des mines. Alors déjà ça détruit énormément de place et d'habitat pour les animaux, donc c'est quelque chose qui pollue à mort. Et ensuite, une fois que le panneau solaire est en fin de vie, on ne sait pas actuellement recycler le lithium. Donc en fait la problématique qu'on retrouve avec les déchets nucléaires, c'est la même chose pour les panneaux solaires, puisqu'on est incapable aujourd'hui de recycler le lithium dans les panneaux solaires. Donc en fait, pour moi le nucléaire c'est tout aussi vert que les deux autres sources d'énergie qui sont l'éolien et le solaire, et en plus quand on regarde en taux d'émission, c'est à peu près pareil, voire même un petit peu mieux. J'ai également fait l'exercice, j'ai regardé la production totale d'électricité et j'ai regardé la part de chaque élément de base. Donc par exemple, on produit 3,1% d'électricité via le pétrole, 23,3% via le gaz, 36,4% via le charbon, 10,4% via le nucléaire, 15,6% via l'hydraulique, 5,3% via l'éolien, 2,7% via le solaire, et enfin 3,3% qui sont d'autres sources d'énergie. Donc déjà, première chose qui m'a choqué, on a seulement 10,4% d'énergie produite via le nucléaire. C'est très peu, hein. Quand on regarde, en fait, devant, il y a l'hydraulique, devant, il y a le gaz, et il y a le charbon. Et ce qui est un peu choquant, c'est quand on regarde, si on compare un petit peu les deux graphiques, on voit que les deux plus gros polluants, donc le plus grand, c'est le charbon, et quand on regarde, le charbon, c'est la plus grosse part de production mondiale. Le deuxième, c'est le gaz, et quand on regarde, le gaz, c'est la deuxième plus grosse part de production mondiale d'électricité. Et ensuite, on a le pétrole, qui est également polluant, donc lui, il est un peu plus petit. En fait, quand on fait l'addition de ces trois zones-là, ces trois parts, on a 62,8% de la production mondiale qui est polluant. On utilise des matériaux polluants pour produire de l'électricité, donc c'est plus de la moitié de la production mondiale qui est issue de matériaux polluants. Donc ça, il va falloir le diminuer, puisqu'on ne peut pas continuer à polluer autant. On a plein de lois internationales qui sont en train de se faire pour diminuer le taux d'émission de CO2 au cours du temps. Donc il va falloir diminuer ces trois zones, et pour les diminuer, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir augmenter les autres. Et la seule source d'énergie qui est actuellement crédible pour remplacer le charbon, le pétrole et le gaz, c'est le nucléaire, parce qu'en fait c'est une source qui est fiable. On n'a pas besoin de vent et on n'a pas besoin de soleil. Une centrale nucléaire, ça marche tout le temps. Donc évidemment, le solaire et l'éolien vont augmenter, leur part de marché va augmenter, mais selon moi, la part qui a le plus augmenté, ça va être le nucléaire. Comme en plus on l'a vu jusqu'à présent, quand je vous ai montré juste avant, on a énormément de centrales qui sont en train de se créer, donc forcément, cette partie-là va augmenter. Et si cette partie-là augmente, on aura besoin de plus d'uranium, le prix de l'uranium va monter, et donc les mineurs feront plus de marge, et par conséquent, leur action en bourse va monter. Donc pour résumer, on a vu qu'il y a plusieurs axes qui nous disent qu'en fait, dans un futur proche, les demandes d'uranium vont forcément exploser. Aujourd'hui, déjà, la demande est supérieure à l'offre. Donc en fait, les pays sont en train de taper dans leur stock diminue. Ça peut pas durer. Ensuite, on a vu que, comme on a vu ici, que le nucléaire, en fait, ça émettait pas de CO2. Donc au niveau tout ce qui est à la mode énergie verte, ça rentre en compte. Et troisièmement, on voit que c'est une toute petite part de marché et qu'elle peut largement augmenter puisque la plus grosse part est issue d'énergie polluante. Donc on a vraiment trois axes qui peuvent nous amener à penser que dans un futur proche, l'uranium va exploser à la hausse et ça va entraîner tout ce secteur-là à la hausse. Allez, maintenant que je vous ai fait une petite présentation du secteur, je vais vous montrer maintenant les 4 actions dans lesquelles j'ai investi et dans lesquelles vous pouvez investir si vous souhaitez surfer sur la montée de l'uranium. Et voici ces 4 actions. Donc, ces 4 actions, en fait, c'est des entreprises de minage d'uranium. Donc, je me suis plutôt centré sur le secteur du minage, puisqu'en fait, pour une raison qui est assez simple, un mineur a un prix d'extraction fixe, donc il extrait l'uranium à un prix fixe, et si le prix de l'uranium s'envole, ils vont faire des marges qui sont beaucoup plus grandes. Donc qui dit marge élevée, dit souvent prix en bourse qui augmente. C'est pour ça que je me suis focusé sur le secteur du minage d'uranium. Donc je suis rentré sur 4 entreprises, Cameco Corporation, Denison Mine, Uranium Energy et Peninsula Energy.
Actuellement, j'ai un rendement négatif de moins 1,35%. Hein. Donc je suis rentré il n'y a pas longtemps, hein, je suis rentré il y a quelques jours. Et donc c'est moins 35%, c'est léger. De toute façon, j'investis sur le long terme. Donc vu que selon moi, ces actions vont monter, ça me dérange pas d'avoir des petites pertes au début. Et même, ça va permettre soit de renforcer mes positions, soit d'acheter des nouvelles actions si d'autres actions commencent à être intéressantes. Donc, au niveau du poids des portefeuilles, on voit qu'on a entre 20% et 31%. Donc c'est des poids qui sont assez élevés. Mais de toute façon, j'ai que 4 lignes. Donc évidemment, sur ce portefeuille-là, je vais avoir des poids élevés. L'idéal, ça serait de rajouter au moins 2 lignes pour essayer de diversifier un petit peu plus le portefeuille, puisqu'on voit que par exemple Peninsula actuellement correspond à un tiers de mon portefeuille quasiment. Donc c'est quelque chose qui est assez énorme. Donc concernant mon portefeuille, c'est à peu près tout. Et maintenant, je vais vous présenter chaque ligne brièvement pour vous montrer l'entreprise. Donc Cameco Corporation. Déjà, Cameco Corporation, c'est un des leaders mondiaux dans le domaine de l'uranium. Ils possèdent 8 mines, 4 au Canada, 3 aux USA et une au Kazakhstan, et ils sont en développement sur 3 autres mines. En fait, ils ont acheté 3 autres mines d'uranium et ils sont en train de les rendre opérationnelles. Donc sur ces 3 mines, il y en a une au Canada et 2 en Australie. Donc à terme, ils vont posséder 11 mines d'uranium, ce qui est énorme. Hein. C'est, comme je l'ai dit, un des plus gros producteurs d'uranium au monde. Et donc, qui dit plus gros producteur, ils seront très bien placés si le prix de l'uranium explose à la hausse, puisqu'ils pourront vendre plus que leurs concurrents, et donc faire davantage de marge. Au niveau technique, quand on regarde, c'est plutôt beau, hein. On a une belle montée du prix de Cameco depuis le 9 novembre 2020, enfin depuis début novembre, on a une belle augmentation du prix. Là, on a une petite correction et on a rebondi sur les 16. Donc on voit que les 16, c'est une zone qui semble assez intéressante avec beaucoup de mèches qui viennent la toucher. Donc si un jour le prix retourne sur 16, je pense que je reprendrai une position vers le 16, 16,5 dans ces eaux-là. Alors là, ce qu'on peut se dire, c'est que le prix a déjà beaucoup augmenté. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Mais en fait, si je dézoome, vous allez voir, voilà, le prix, en fait, il est monté jusqu'à 55. Donc imaginons que le prix revienne à ses plus hauts historiques, à peu près, voilà, on est à peu près ici, on ferait du 225%. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Alors je pense pas qu'on ira taper les plus hauts, hein, mais on peut déjà venir taper les 44, qui serait déjà un gain énorme, hein, parce que juste si je regarde le pourcentage de gain entre aujourd'hui et 44, voilà, on est à 156%. C'est quelque chose qui est assez énorme. Donc voilà, donc ça c'est la première ligne de mon portefeuille. La deuxième ligne maintenant c'est Denison Mine. Et cette deuxième société, c'est une société canadienne, alors qui n'a pas encore de mine opérationnelle, mais qui a acheté 2 mines qui sont très prometteuses, puisqu'en fait elles ont une durée de vie estimée de 10 ans et 6,5 ans, mais surtout le coût d'extraction qui est intéressant. Celle qui a une durée de vie de 10 ans a un coût d'extraction de 11,57 $ par livre d'uranium, et celle de 6,5 ans a un coût d'extraction de 29,67 livres d'uranium. Donc si on regarde par exemple pour la première, celle qui a un coût de 11,57, imaginons que le prix de l'uranium est à 29, ce qui est totalement possible, ça ferait une marge opérationnelle de 89%. Donc on voit qu'on parle de marge assez énorme, et donc ça pourrait évidemment faire monter le prix de Denison Mine. Donc on voit que Denison Mine est en train de se positionner de manière assez agressive sur le secteur de l'uranium, en achetant 2 mines d'uranium et ils sont en train de les développer. Donc le jour où les 2 mines vont rentrer en service, parce qu'actuellement ils sont toujours pas en service, hein. Donc déjà le jour où ils vont rentrer en service, je pense qu'on aura une augmentation en bourse assez significative. Et ensuite quand les investisseurs verront qu'ils feront de l'argent avec ces 2 mines, on aura une deuxième explosion à la hausse. Donc Denison Mine pour moi c'est très prometteur. Et donc si on regarde actuellement, bon je suis en léger gain de 4%, avec un prix d'achat à 1,03 et on est à 1,07 aujourd'hui. Donc si je regarde Denison Mine, voilà, on est à peu près ici, donc voilà, donc on est sur tout près d'une résistance. C'est ce qu'on appelle un penny stock, hein, c'est une action qui a 1 $, donc c'est vraiment une action qui est pas chère du tout. En weekly, donc chaque bougie représente une semaine de cotation. On est sur la zone de neutralité du RSI, donc sur les 50, qui, comme je dis à chaque fois, est une zone de résistance qui est souvent assez importante. En plus, on est proche d'une zone de résistance qui est juste ici. Donc là, il y a beaucoup d'indicateurs techniques qui nous disent que le prix peut potentiellement partir à la hausse. Et c'est pareil, on voit une énorme hausse ici.
on peut se dire, bon bah voilà, la hausse est finie. Mais en fait, quand on dézoome, bah voilà, le prix il était à 13. Et même si on prend par exemple un prix un peu plus bas, là il est à 8. Voilà, si on prend le prix ici et qu'on monte jusqu'à 8, bah ça fait 600% de gain. Donc en fait, on a fait un x6 quoi. Un x6 sur l'investissement de départ. Donc deuxième entreprise, Denison Mine, qui selon moi est également très intéressante. La troisième, c'est Uranium Energy. Alors cette société, c'est également une société de minage d'uranium, mais elle a la particularité de posséder la base de données d'exploration d'uranium qui est la plus complète et la plus grande aux États-Unis. Donc en fait, c'est eux qui savent où se trouve l'uranium aux États-Unis, donc c'est plutôt quelque chose d'assez avantageux, et ça leur permet d'explorer de manière plus finement et d'ouvrir des mines qui sont plus rentables que ses concurrents. Actuellement, donc ils n'ont toujours pas de chiffre d'affaires, ils sont toujours en train de se développer, et ils ont acheté pas mal de terres où il y a des potentielles mines d'uranium à ouvrir. Donc c'est nouveau une action qui a du fort potentiel. Si elle arrive à mettre en place plusieurs mines d'uranium et que le prix d'uranium augmente, hein, donc ce qui est une quasi-certitude selon moi, elle risque d'exploser de nouveau à la hausse. De nouveau, c'est une petite action, hein, elle vaut seulement 2,14 $ actuellement. Donc j'ai une perte de 7,36%. Bon, c'est une perte que pour l'instant je subis, mais à long terme, j'espère que ça va monter, puisque le jour où elle va ouvrir une mine d'uranium, je pense que le prix va exploser, et quand on verra qu'elle ferait beaucoup d'argent avec, on aura une deuxième explosion à la hausse, un peu comme Denison Mine. Si on regarde un petit peu techniquement ce que c'est, donc là je suis sur le cours d'uranium énergie, bon bah on retrouve un peu la même chose que sur les deux autres, hein. On a eu une belle montée, puis on a eu une correction, on est en train de rebondir sur une résistance qui est aux alentours de 2 $. Donc si pareil, si je dézoome, on voit que on a des pics qui sont bien plus hauts, et si on regarde un petit peu, imaginons que on retrouve les pics de ce niveau-là, bah on aura des gains de 220%, donc quasiment 1 x 3 sur notre investissement de départ, quelque chose qui est plutôt intéressant. Donc pour Uranium Mine, Uranium Energy, pour moi c'est également une action à fort potentiel sur lequel je me suis déjà placé. Et pour finir, la dernière action que j'ai achetée, c'est Peninsula Energy. Et cette entreprise possède des mines aux États-Unis. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis leurs mines en maintenance, puisqu'en fait le prix de l'uranium était trop faible, ça leur coûtait de l'argent d'extraire de l'uranium. Et au lieu d'attendre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place une diminution des coûts. En fait, ils vont changer de technique d'extraction pour diminuer les coûts. Donc je vais pas rentrer dans les techniques, hein, c'est des choses que je maîtrise pas non plus. Mais en fait, ils vont changer leur manière d'extraire l'uranium pour pouvoir extraire à un coût qui est beaucoup plus faible. Et ensuite, ils vont réouvrir. Donc déjà, le jour où ils vont réouvrir les mines et qu'ils vont recommencer à produire, je pense que le prix en bourse va augmenter. Et quand le prix de l'uranium va exploser à la hausse, bah, on aura, je pense, une deuxième augmentation du prix en bourse de Peninsula Energy. Si on regarde un petit peu niveau technique, donc pareil, hein, je suis en weekly, donc chaque bougie représente une semaine de cotation. On voit que on a une droite haussière, donc on est plutôt en tendance haussière. On est en train de toucher les 50 du RSI, donc la zone de neutralité. Souvent quand on touche, bah, on rebondit, hein, c'est ce qu'on a vu. Ici on est rebondi à la hausse. Et en plus, bah là, on est en train de toucher la droite de tendance, donc souvent en plus ça joue comme résistance et ça la repousse le prix à la hausse. Donc là on voit 0,140, c'est au prix auquel je suis rentré, en fait je suis rentré hier. Et si on dézoome un petit peu, comme on a fait à chaque fois, on voit qu'en fait, bah il y a du potentiel, hein. À une époque, en 2011, le prix était à 5,250. Donc ça paraît pas beaucoup comme ça, mais si on regarde, juste si on fait une petite mesure, entre ici et là, on est à 3000% de gain. Alors je suis pas sûr que ça va monter jusqu'à haut, mais si on fait une mesure un peu plus, allez, un peu plus gentil, voilà, on va dire qu'on va toucher les 1,70. Voilà, on a 800% d'augmentation, donc on fait un x8 sur notre investissement de départ. Donc il y a également beaucoup de potentiel. Alors ces quatre entreprises, évidemment, il y a un peu de risque, hein. C'est des entreprises qui sont, comme vous le voyez, assez volatiles, hein. J'ai perdu par exemple 7% en très peu de temps sur Uranium Energy.
mais elles ont un potentiel d'hausse qui est pour moi assez élevé, puisque l'uranium, comme je vous l'ai présenté jusqu'à maintenant, avec la petite démonstration que je vous ai faite sur le secteur de l'uranium, vous pensez bien que l'uranium risque d'exploser dans les prochains mois ou prochaines années, et ce qui va augmenter évidemment en bourse ces 4 actions. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette présentation de secteur et ces 4 actions. Je vais suivre de près le secteur de l'uranium. Je vais peut-être même rentrer sur d'autres actions. Donc dans ce cas-là, je vous présenterai les actions dans d'autres vidéos. Et c'est possible aussi que je consolide certaines de ces actions. Donc je rajoute un petit peu d'actions dans mon portefeuille. Mais pour ça, il suffit de t'abonner et je te ferai d'autres vidéos. Donc ne les rate pas si tu veux suivre le secteur de l'uranium. Allez, moi je te dis à la semaine prochaine et n'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Allez, à la semaine prochaine.